Les Bordelais, en plus d'être banquier. Et ça tombe bien, parce que demain, Bordeaux va repasser devant la DNCG. Alors, on a suivi, on va le lire depuis le début de la saison, plutôt de loin, l'actualité bordelaise. Bon, c'est la Ligue 2. On a suivi les galères du début de saison. Là, sportivement, ça semble aller un petit peu mieux. Mais enfin, c'est pas non plus. On est 13e de Ligue 2 et on passe difficilement les tours contre des divisions inférieures en Coupe de France. Donc, oui, ça a été compliqué là. Ce week-end. Donc, prochain épisode des aventures des Girondins devant la DNCG demain. Après eux, ça devrait être moins angoissant que lors de l'été dernier, où d'ailleurs le patron n'était pas là. Il n'est pas venu. Lors du passage en décembre ? Oui. Il viendra plus. Pas sûr qu'on le revoie, moi. Donc demain, on saura à quelle sauce Bordeaux va être mangé. Donc il va y avoir sans doute une sanction, parce qu'il y a un trou dans les caisses. On parle d'un trou d'environ 10 millions, a priori. Je ne sais pas si tu as les infos en plus. Oui, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, après, je pourrais te le subdiviser, t'expliquer pourquoi il y a un trou et sur que... Mais non. Comment tu le sens pour demain là? Comment je le sens la sanction de la DNCG? Tu peux commencer par dire que tu es vraiment tombé de ta chaise, tu étais très très étonné qu'il n'y ait pas d'actionnaire minoritaire qui vienne pour perdre. Oui, parce que voilà, Bordeaux attendait un actionnaire minoritaire qui ne vient pas. Moi, je tombe régulièrement de ma chaise, donc je me fais pas mal, ça va, je me relève. Comme on nous avait dit qu'il y avait des minoritaires qui allaient venir pour perdre des sous. Chronologiquement, expliquons un peu à nos auditeurs ce qui s'est passé. Les clubs de français professionnels passent devant la DNCG de la Ligue 2 fois par an, une fois en été, une fois en hiver. Le deuxième passage en hiver, c'est pour s'assurer que la trajectoire budgétaire qui a été définie et en accord avec la DNCG au mois de juin est toujours sur les rails. Nous, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait un trou dans le budget de fonctionnement de cette saison. Quand tu dis nous, tu parles bordelais. Ça vient du cœur. Tu parles pas en tant que dirigeant. Non, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Non, je suis pas dirigeant le nous, c'est magnifique. Ah, mais moi, j'ai un sentiment d'appartenance très fort. Donc voilà. Donc il y avait 40 millions de trous de financement. Donc pour finir la saison, le but de la DNCG, c'est que tous les clubs puissent finir la saison. Pas comme en National 1 où il y a par exemple 5 clubs qui sont en grande difficulté. Ce trou de financement, il a été comblé par un prêt d'actionnaire. Donc c'est Gérard Lopez qui a prêté de l'argent au club avec la petite subtilité qui devait laisser 20 millions d'euros dans le club. Il faut en récupérer 20 millions d'euros. Donc ce qui a quasiment été fait avec les ventes, merci Gilbert, de Dylan Bakwa et de Junior Mwanga au Racing Club de Strasbourg. C'est là où on voit le déclin bordelais quand c'est Strasbourg. Donc l'argent de Bakwa et Mwanga a été selon les informations de la presse, dont Sud-Ouest, Vincent Romain et Nicolas Le Gardien qui font un travail de grande qualité. Donc ce montant-là a été remonté à l'actionnaire. Parce que de toute façon, le trou de financement était comblé. Maintenant, le problème, c'est qu'ils avaient budgété quoi ? Ils avaient budgété une 3e place. Donc des revenus des droits télé et du prize money qui vont avec. Ils avaient budgété une vente de joueurs supplémentaire qui était la vente de Malcolm Bokele, qui ne s'est pas fait, qui était un peu le 3e fantastique l'année dernière, qui ne s'est pas fait. Et ils avaient budgété, et ça on nous le promet depuis longtemps, un sponsor maillot. Donc, le sponsor maillot n'est pas arrivé. Il y a une théorie qui est celle de Gérard Lopez, qui peut s'entendre, de se dire, moi, le sponsor maillot, je ne vais pas m'engager sur plusieurs années quand je suis en Ligue 2, car une fois que je serai monté, j'aurai une force de frappe beaucoup plus importante pour aller chercher des sponsors maillots de plus gros calibre et donc générer plus d'argent. Donc là, il y a entre ces sommes que je viens de vous annoncer, il y a un trou de 10 millions d'euros. Et ce trou de 10 millions d'euros, on peut s'attendre à ce que Gérard Lopez remette la main à la poche et le comble, sauf que lui, il a dit quoi en décembre ? Il a dit, moi, n'examinez pas notre budget, car je suis en discussion avec des investisseurs minoritaires qui vont non seulement combler ce trou de financement, mais en plus nous permettre de nous développer en prenant une part plus ou moins importante du club. Surprise, car le club n'est pas très attractif. Tu as cru, toi, quand il a dit ça ? Absolument pas. Ah, merci. Parce que j'étais très surpris. Pourquoi ? Mais pas du tout parce à cause de la personnalité de Gérard Lopez, parce que je remets en cause sa décision. Moi, je suis financier. Je regarde les Girondins de Bordeaux. Je regarde l'actif joueur, qui est peut-être quelques dizaines de millions d'euros. Mais en face de l'actif joueur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une dette financière qui est encore de 3 millions d'euros. J'ai une dette à la métropole, des loyers impayés qui s'élèvent entre 15 et 20... Le stade, il coûte cher. Et 15 et... entre 15 et 20 millions d'euros. Les partenariats privés-publics, ça, c'est... Le club de 15 à 20 millions d'euros à la métropole, parce qu'il a toujours... il a décalé le paiement des loyers. Et ensuite, le club, il y a Vladimir Petkovic, qui a été notre entraîneur pendant quelques mois, qui réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour lui et son staff. Donc justement,
au club. Donc moi, si je suis investisseur, je me dis, mais en fait, la valeur des parts, elle vaut 1 euro, elle vaut l'euro symbolique, elle vaut 0. Donc pourquoi moi, en tant qu'investisseur minoritaire, je viendrais prendre une part d'un club qui, d'une, vaut pas énormément, qui n'a pas énormément de perspectives de revenus parce que la remontée en Ligue 1 est quand même compliquée, et en plus où il n'y a pas une équipe sur place, et c'est ça qui est très important, il n'y a pas une équipe sur place qui est capable de créer de la valeur. Parce que outre Gérard Lopez qui a fait son travail d'actionnaire, sans Gérard Lopez, il n'y aurait plus de club, quoi qu'on en dise. Cet été, après moult On n'a pas le droit rebondissements... d'avoir un doute là-dessus au moment de la reprise, il y avait vraiment que lui qui était... Alors, Il y moi, avait pas que lui, il y avait le projet de Kyo. Non, mais moi, ce que je veux vous dire... Alors, c'est mon avis de financier. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre, mais il a été plus rapide. Déjà que... Ah non, mais ça... Il était plus rapide, plus agile et plus liquide. Il a surtout été soutenu par les supporters qui ont menacé les autres, qui ont foutu la pression et qui ont fait en sorte que ce soit Gérard Lopez. Et la mairie a penché également pour Gérard Lopez parce qu'il y a eu l'intervention des supporters. Je ne crois pas qu'il était le seul, qu'il ait été rapide et plus habile pour se mettre les gars dans la poche. Oui. Parce qu'il a impliqué les créanciers et l'actionnaire actuel. Okay. Qui en est d'autres, d'accord, mais le fait est que celui qui pouvait... Alors, on était quand même fin juillet... Parce qu'au final, si c'est le gars qui a sauvé le club, qui fait en sorte qu'il y ait une rétrogradation administrative et que le club redescende tout en bas, non, mais... je vois pas. Ouais, non, mais après... En fait, il l'aura sorti de la merde pour la... Oui, mais le fait est qu'il a été le plus rapide... masqué dans ce cas. Ouais, voilà. Non, mais attendez, moi, je parle déjà... C'est le coup de d'oiseau qui tombe dans la crotte. Moi, j'aime pas trop le terme de sauveur. C'est un repreneur. Et en termes de repreneur, parce que bon, ça va... C'est pas le sauveur, ça a été le plus agile et il a su utiliser les faiblesses. Plus qu'agile. Non, agile parce qu'il était très rapide. Il a utilisé King Street et Fortress qui allaient tout perdre en leur disant écoutez, moi je reprends le club pour un investissement personnel de 10 millions d'euros. Si vous me financez le reste, parce que de toute façon, vous êtes là, vous avez déjà perdu plus 100 millions d'euros, vous allez tout perdre quoi qu'il arrive. Donc, ça permettait aussi d'offrir une solution financière et sportive, un dénouement du problème assez rapide, et de pouvoir recruter, de pouvoir repartir. Après, très franchement, moi, Gérard Lopez, je ne l'en veux pas personnellement, mais là où j'ai le plus de griefs, c'est pas sur son travail d'actionnaire. Parce que quoi qu'on en dise, les déficits pour l'instant, il les a comblés. Beaucoup plus grâce au centre de formation et grâce à des accords, dont les accords sur le pourcentage de Tchouaméni et de Koundé, qui avaient été conclus par ses prédécesseurs. Mais ces 40 millions, il les a mis, mais je lui en veux beaucoup plus. Il a vraiment mis 40 millions perso, Gérard Lopez. Alors, c'est la mais version... il n'a jamais eu de thune, David, Gérard Lopez. Moi, j'arrive pas à croire Daniel, à ça. Il n'a jamais eu de thune, on est une émission sérieuse. Je te reprends les informations qui sont sorties par la presse locale qui travaille extrêmement bien. Moi, j'ai pas Pourquoi il a mis les 40 millions? Moi, j'ai pas d'infos. Je te dis qu'il a trouvé 40 millions. Voilà, je vais reformuler. Il a laissé des ardoises à Lille de il feu. A trouvé 40 millions d'euros pour effectuer ce prêt d'actionnaire, mais après c'est lui qui est redevable. C'est pas pareil. Qui les a empruntés à droite à gauche. Il a trouvé, mais il les a peut-être remboursés en vendant 4 joueurs comme ça. Non. Là pour le coup, ce trou de 40 millions, l'argent vient de Gérard Lopez. D'où il a trouvé l'argent, j'en sais rien. Je suis pas le comptable de Gérard Lopez, je suis pas son investment manager, mais le fait est que ces 40 millions, c'est lui personnellement, selon les informations officielles, qui les a mis. Donc moi, j'ai aucun problème en fait. Il a une banque russe aussi, Gérard avec son travail. J'ai aucune information que je confirmerai. Pour conclure, parce qu'il faut qu'on conclue. Ouais, conclu, ils sont dans la même. Demain, il pourrait y avoir quoi? Encadrement? Alors, il y a différentes sanctions. Je pense, alors, mais c'est encore une fois basé sur mon intuition et un raisonnement assez logique, qui va proposer une vente de joueurs pour combler ce trou. Le problème, c'est qu'on a moins en moins d'actifs liquides. Ouais. On a déjà vendu Gregersen, mais pour 1,8 million, qui était notre pilier de la défense. On a peut-être David Tachvili, qui est venu international géorgien, qui peut avoir des offres, Bokele, Ignatenko, international ukrainien. Mais l'éventail de sanctions, c'est quoi? C'est aucune interdiction, aucune restriction de recrutement. Après, un encadrement de la masse salariale et combiné à une interdiction de recruter à titre onéreux, donc que des prêts ou des fins de contrat. On peut aussi avoir la DNCG qui encadre le recrutement, c'est-à-dire une entrée pour une sortie, un montant égal. Mais de façon un peu plus dramatique, ce qu'on peut avoir, c'est une rétrogradation à titre conservatoire et une déduction de points. Et la déduction de points, d'une, ce serait très dur, et de deux, ce serait quand même compliqué dans la mesure où on abat le patient en fait. On est 13e, on a des problèmes financiers, on nous enlève des points, alors que le trou de financement est minime, ce serait un peu dur. Mais toutes les options sont sur la table. Après tout ça, je pense avec émotion à Baptiste Le Caplin, qui en écoutant son podcast ce mercredi en faisant son vélo va trembler. Risque de tomber par terre. Voilà, bien, reste debout, Baptiste, reste lucide. Pédale à l'endroit surtout. Et demain, la réponse de la DNCG.